Le Mac d'Esther de l'été avec une sélection de reportages proposés ces derniers mois. 2 sociétés d'Esther développent des unités de production d'électricité en autoconsommation. Alors ici, nous pouvons stocker 48 kWh d'énergie électrique. Serinov conçoit des équipements dans le domaine des céramiques techniques. Là, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que on va apprendre à une machine finalement à raisonner comme un homme. Le Mac d'Esther, c'est parti. Installé au cœur d'Esther, Pôle ENR rayonne largement en Nouvelle-Aquitaine. Accompagné par Smart Grid, nous voici sur le site d'une SCOP des travaux publics qui a pris en compte sa consommation d'énergie. Où on s'auto-force à penser aux énergies renouvelables et à améliorer notre bilan. Alors ça a toujours été un peu dans notre ADN depuis que j'ai pris la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on a créé ce dépôt-là il y a maintenant 12 ans, on a mis des cuves de récupération d'eau de pluie pour laver le matériel, on a mis des premiers panneaux pour le ballon d'eau chaude, pour les douches et les lavabos. Et ça c'est pour le point de départ, aujourd'hui à l'arrivée, une véritable centrale photovoltaïque. Oui, c'est un local technique qui est consacré à la fois au photovoltaïque et au stockage. Et l'énergie, elle arrive des modules solaires jusqu'à cet onduleur, où il transforme le courant continu en courant alternatif. Et quand on a une production qui est supérieure à la consommation, il y a un petit ordinateur qui le détecte dans le tableau général électrique et qui envoie l'ordre de stocker l'énergie pour plus tard. C'est ce qui se fait dans cette partie de l'installation. Sur ce site, donc 23 kg en toiture de panneaux solaires, un onduleur de 20 kg, du stockage, 48 kg de stockage, 3 bornes de charge de voitures qui pourra évoluer au fil des années vers plus de voitures électriques. Peut-être le bâtiment s'agrandira, remettre des panneaux, il n'y a aucun souci, c'est évolutif. Alors ici, nous pouvons stocker 48 kWh d'énergie électrique. Et chaque module de batterie, il fait 4,8 kWh. Et à l'intérieur de chaque module, il y a 14 cellules, 14 petites batteries qui sont regroupées entre elles. Qu'est-ce que ça donne comme autonomie à l'entreprise, une réserve comme celle-là ? Ça dépend. Ça dépend des moments de l'année. Il y a des journées d'été où l'entreprise vit en totale autonomie, enfin même plusieurs journées de l'été où l'entreprise ne demande pas 1 kWh au réseau public de distribution. Il y a des jours très nuageux de l'hiver où le stockage va apporter une autonomie de 2-3 heures supplémentaires après le coucher du soleil. Donc c'est variable en fonction de la saison. Parce que forcément on produit plus d'énergie l'été que l'hiver et c'est variable en fonction de la consommation d'énergie du site. Et il y a certains moments de l'année où on allume plus d'appareils sur le site que d'autres. À côté de la récente centrale photovoltaïque, 2 installations plus anciennes. Il y en a 3 sortes de panneaux. Il y a les premiers, je vous disais tout à l'heure, là, pour la production d'eau chaude. Après, on a fait une première étape, là c'était un peu plutôt financier, hein, c'était sur le rachat à 60 centimes. Donc on a profité, on a installé 300 mètres carrés de panneaux qui maintenant, rentabilité faite et remboursement d'emprunt fait, nous font une petite rémunération annuelle à tous les associés de la SCOP. Il a fallu combien de temps ? 7 ans. Voilà. Et derrière, on a fait ce joli panneau sur les 100 derniers 25 mètres carrés là-bas pour l'autoproduction et l'autoconsommation d'électricité. On n'arrive pas à couvrir tous les besoins. On est en excès l'été, en manque l'hiver malheureusement, mais ça dépend du soleil. Parce qu'on a une grosse cuve qui est derrière le bâtiment là-bas qui nous sert de stockage d'émulsion, qui elle a un maintien en température à 70 degrés et donc qui mange un peu d'électricité. Mais ça veut dire que dans les périodes printemps-automne où c'est le plus délicat pour elle, parce qu'elle a beau être isolée, ça consomme quand même, on baisse fortement notre consommation d'électricité puisqu'elle l'autoproduit et elle capte d'abord l'autoproduction avant d'aller chercher sur le réseau. Alors là, on a la production en direct. La production du champ PV. Alors, ces installations photovoltaïques, est-ce qu'elles sont accompagnées par des aides à la création ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'aide à la création. Vous avez une prime à l'autoconsommation. Là, c'est un site qui est en autoconsommation. Je produis, je consomme, je stocke, j'envoie sur des bornes de charge électrique. Donc il y a juste une prime à l'autoconsommation et la revente du surplus sur le réseau. Alors, puisque ce chantier est mené et arrivé à son terme,
Est-ce que vous avez autre chose sur un coin de votre bureau en projet pour encore améliorer l'efficacité de l'entreprise ? On a toujours des petits projets. Là, on va essayer de se pencher plutôt sur nos déchets et sur le tri de nos déchets et améliorer la valorisation. Donc, on a déjà des bennes en place et les gars sont briefés et responsables là-dessus parce qu'ils font très attention sur le tri de tous les déchets chantiers. Et dépôts, parce que le chef d'atelier ici fait la même chose. Après, on a des décharges qui sont référencées par l'Adréal, mais on voudrait pousser un peu, peut-être pour donner un coup de main à nos collègues artisans du BTP qui, eux, savent pas trop quoi faire de leurs déchets. Peut-être un peu aussi au syndicat de déchets là, qui lui, ne sait pas trop faire de ce qu'ils appellent les gravats, que nous, on pourrait valoriser peut-être pour eux. Et pendant ce temps-là, devant le panneau de contrôle, En ce moment, l'installation solaire photovoltaïque elle est en train de faire 5,4 kW de puissance. Le site il consomme très peu parce que tous les salariés sont partis sur des chantiers, donc on consomme à peine 1 kW, on demande 1 kW de puissance au réseau. oui, c'est 3 ordinateurs et la machine à café en clair. Pas beaucoup plus. Et dans ce cas-là, comme on produit 100 kW et on consomme seulement 1 kW, le reste, on est en train de le stocker pour ce soir. Vous voyez que la batterie, elle est déjà à 25% de capacité. Donc ça a continué comme ça pendant toute la journée. Et le soir, quand il y a les salariés qui vont revenir, on va remettre en charge les voitures électriques. On va commencer à pomper de la batterie pour ne pas prendre de l'électricité du réseau public de distribution. C'est votre premier brevet, Serlaz, et le marquage laser ? Oui, en effet, le marquage laser a été à l'initiative du groupe Cerenov. C'est un brevet mondial qu'on avait déposé qui a permis de construire tout ce groupe. Et c'était quand ? C'était en 97. Cerenov Group est une usine qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des équipements dans le domaine céramique, mais pas que céramique traditionnelle, que ce soit la céramique technique, et aussi pour le verre. Comment est-ce qu'on a vu évoluer votre métier ces 10 dernières années ? Le métier a évolué par des innovations en recherche et développement, où vous aurez peut-être un petit élément après, mais vous avez aussi toute l'incorporation des robots et la modernisation de tous les équipements qu'on fait, que ce soit du façonnage à la cuisson. Typiquement, ce genre d'outils, on va les utiliser pour remplacer des tâches pénibles dans l'industrie. Vous imaginez que repérer des défauts sur une assiette toute la journée, c'est quand même un travail compliqué. On va passer plusieurs milliers d'assiettes. Là, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que on va apprendre à une machine finalement à raisonner comme un homme ou une femme, à savoir repérer des défauts très différents et puis juger finalement la beauté aussi d'un service de table en porcelaine par exemple. On va dire qu'il y a aussi ce qui se passe dans notre actualité quotidienne. On est après la crise Covid. Les usines doivent être encore plus flexibles qu'avant, donc on parle à nouveau beaucoup d'automatisme et de robotique. De changements de série rapides, de postes des fois sur lesquels on ne trouve pas de personnel qualifié. Il faut trouver des solutions aussi pour produire des plus petites séries de meilleure qualité. Et puis, il y a un autre sujet qui arrive bien sûr aussi dans nos métiers, c'est tout ce qui est économie d'énergie, bien entendu, et puis récupération d'énergie, qui sont bien entendu des choses qu'on regarde aussi de très près. Oui, la céramique est présente partout, donc on travaille autant pour le secteur de l'automobile que le secteur du verre, que le secteur de la parfumerie, de l'horlogerie de luxe et des céramiques traditionnelles. On peut travailler aussi sur les nouvelles façons de fabriquer les batteries automobiles, mais aussi pour l'hydrogène. Il y a plein de machines, de fours qui peuvent servir dans ces domaines-là. Donc l'avenir est assez important pour nous. Les machines sont de plus en plus robotisées, où l'intelligence artificielle arrive dans nos équipements, mais c'est aussi un renouvellement d'équipements qui était vieillissant. On parle de l'énergie, les fours aussi consomment 50 à 70% moins quand c'est des fours neufs. Donc c'est sûr qu'il y a une réorganisation des entreprises et de nos partenaires.
Donc mon métier, c'est vraiment un métier diversifié, on peut dire ça comme ça. On touche à plein de domaines différents. Mécanique, électrique, automatisme et process chez nos clients. En ce qui concerne donc, le processus entre guillemets pour une bonne mise en route, ça commence ici, donc à Limoges, avec la mise en route, comme sur les machines qu'on peut voir derrière moi. Avec justement tout ce qui consiste à monter la machine de A à Z. Donc on la reçoit en morceaux. Certaines parties peuvent venir de notre filière au Portugal. Donc nous après on s'occupe de du reste, montage mécanique, câblage électrique, pneumatique. Après on s'occupe de l'automatisme. Tout ce qui est test de la machine au préalable avec des fois des articles du client qu'on peut directement réaliser ici sur site. Le client peut aussi venir vérifier directement si ces articles lui conviennent ici sur place avant de faire une réception. Et une fois que tout est d'accord, que le client accepte la machine sans difficulté, sans contrainte, que la machine lui plaît, eh bien on va attaquer la partie démontage. Donc on va diviser la machine en plusieurs sous-ensembles. Et à ce moment-là, donc voilà, on va faire l'emballage, l'expédition. Et après, voilà, une fois que la machine est réceptionnée par le client dans son pays d'origine, donc ça peut être à l'international, il n'y a pas vraiment de frontières pour ce genre de métier. Et bien là, c'est là où j'interviens réellement. Alors, c'est-à-dire que je pratique toutes les autres activités que je viens de citer, mais là où c'est vraiment le plus intéressant, je trouve, pour moi, c'est justement la partie où il faut partir à l'étranger pour faire le remontage, les tests chez le client, vérifier que tout fonctionne et voir le sourire sur le visage de nos clients. Alors, c'est une grosse implantation au Portugal, une implantation pas loin de chez nous à Condat-sur-Vienne, qui est la cristallerie de Saint-Paul, qui fabrique tous les consommables pour nos équipements, mais autres aussi. Et c'est 2 sociétés ici et une société aux États-Unis, à Denver, dans le Colorado. C'est à peu près 100 personnes. Et c'est une société qui redémarre après une période Covid assez compliquée pour nous, qui sommes à l'international. Arnaud, il faut faire un petit effort d'imagination. Ici, c'est le début d'une usine juste à côté de vous. Oui, en effet, là, on est en train de construire les premières machines pour la fabrication des bols bretons que vous avez tous chez vous, hein, avec les prénoms. Donc, un industriel en Bretagne a décidé d'organiser une nouvelle usine en 2023 de bols bretons qu'on va calibrer, qu'on va cuire, qu'on va décorer, qu'on va émailler. Et on va déposer le prénom à façon à la dernière minute. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.